Bonjour à tout le monde. Bienvenue à cette conférence Agir ensemble sur 6 dimensions pour l'accueil, orientation, intégration et rétention des intervenants en protection de la jeunesse au programme Jeunesse au Québec. Je vais commencer par me présenter, puis après ça, Vanessa Fortier-Jordan va pouvoir se présenter. Donc, je suis titulaire d'une maîtrise en criminologie et doctorante en psychoéducation. Mon sujet de thèse porte sur le phénomène de résilience des intervenants en protection de la jeunesse pour mettre en lumière des pistes d'intervention organisationnelles, d'équipe et individuelles. Dans mon expérience terrain, j'ai été intervenante au Centre jeunesse de Montréal, CJMIU, de 1990 à 2009, avec diverses clientèles dans divers contextes, donc de 6 à 20 ans, suivi sous LSJPA, protection de la jeunesse aux jeunes contrevenants, en centre de réadaptation, en foyer de groupe, dans des équipes d'intervenants dans la communauté. Donc, j'ai vu comme pas mal tous les milieux. J'ai aussi été formatrice en contexte de formation continue pour soutenir différentes équipes avec l'intégration et l'implantation de divers programmes et approches. Depuis 2009, je suis APPR, agent de planification de programmation et de recherche à l'EUJD, et je participe au développement, à l'évaluation de programmes, au soutien à l'amélioration des pratiques et au transfert de connaissances destinées aux équipes gestionnaires et intervenants des CCCIUS du Québec qui travaillent auprès des jeunes en difficulté. Je suis également formatrice, maître formatrice provinciale Équilibre, prendre soin de soi et des autres en contexte de TGC et maître formatrice Isotress bien-être collectif. À toi, Vanessa. Merci. Bonjour, moi je m'appelle Vanessa Fortier-Jordan. Je suis travailleuse sociale et coordonnatrice de la recherche par intérim à l'Institut universitaire Jeunes en difficulté. Je travaille dans le réseau de la santé et des services sociaux depuis 15 ans. Et je me suis aussi impliquée syndicalement dans mon organisation où j'étais responsable des relations de travail en protection de la jeunesse. Donc, notre présentation est basée sur une recension de la littérature dont vous retrouvez le lien affiché dans le PowerPoint qui est partagé. On va voir aujourd'hui les grandes lignes de cette revue de littérature-là et vous pourrez la consulter, là, la synthèse, pour pouvoir référer. En fait, pour alléger la présentation, on n'a pas mis les références dans notre PowerPoint. Si vous voulez aller voir les références de cette recension-là, on vous invite à aller la consulter pour aller voir davantage là, les éléments bibliographiques. Cet atelier a pour objectif de permettre aux participants d'identifier d'abord des dimensions et des facteurs de rétention qui seraient présentement ciblés par des stratégies organisationnelles ou d'équipe. Ensuite, d'identifier des dimensions et des facteurs qui seraient présentement dépourvus d'actions ciblées et des stratégies potentielles à mettre en place au niveau de votre organisation et ou de vos équipes. Aujourd'hui, on va parler d'accueil, d'orientation et d'intégration, mais on va utiliser l'acronyme AOI. L'accueil, c'est comment on reçoit la personne employée. Est-ce que le gestionnaire était là la journée où il est arrivé? Est-ce que ça a pris 3 semaines avant qu'on puisse croiser qui que ce soit dans le corridor? L'orientation, c'est comment on a expliqué à la personne quel était son travail. Puis l'intégration, c'est le début des tâches. Fait que quand la personne commence à travailler. La recension rapide de la littérature qu'on vous présente aujourd'hui découle du rapport de la commission Laurent. Au chapitre 13, là, les commissaires ont remarqué que la rétention de main-d'œuvre hautement qualifiée en protection de la jeunesse, le recrutement de cette main-d'œuvre-là, le maintien en poste puis l'engagement de la main-d'œuvre était difficile, ce qui entraînait aussi un taux de roulement assez important. Et les tentatives de solution ont été inégales d'une région du Québec à travers l'autre. Donc, les commissaires ont fait la recommandation de développer un programme cadre AOI qui serait harmonisé à l'échelle nationale. Ce serait obligatoire pour toute nouvelle personne embauchée avant l'entrée en fonction, puis dans tous les programmes services jeunes en difficulté. Et suite à ça, il y a
2 responsables de ce mandat-là qui ont fait la commande de la recension rapide qu'on vous présente aujourd'hui. Ces 2 personnes-là ont été DPJ dans le passé. Et la recension servait à compléter les données expérientielles que ces personnes-là ont été collectées en faisant la tournée des régions administratives du Québec. Au niveau de la méthodologie, en fait, comment on a fonctionné pour cette recension-là, il y a une équipe derrière qui est composée des 2 anciens DPJ de Montréal, soit Jean-Marc Potvin et Michel Dionne. Il y a eu 2 bibliothécaires qui ont soutenu au niveau de toute la recherche bibliographique et 2 APPR, donc Vanessa et moi. Il y a eu une entente sur les questions de recherche, les mots-clés pour la recherche bibliographique, puis un peu aussi là, ce qui était retenu dans le rapport final. Une première question, en fait, qui a orienté la recension, ça a été, est-ce qu'il existe déjà un programme AOI évalué, probant, qui pourrait servir de programme cadre pour tous les établissements? Ça serait super simple, on l'identifie et déjà, le tour est joué, on a un programme pour tout le monde. Non, il n'y en existait pas. La deuxième question, ça a été, est-ce qu'il y a des programmes ou des composantes de programmes AOI développés sur le terrain et captés dans les littératures grises ou scientifiques qui existeraient? La question, c'est oui. Certaines composantes, certains programmes, mais pas nécessairement évalués scientifiquement. Mais sur quels critères on va se baser pour choisir les bons programmes qui auraient été développés à Laurentides, à Montérégie, peu importe où, qui seraient déposés, qu'on retrouverait dans les différentes bibliothèques ou dans les ordinateurs de certains intervenants ou peu importe. Comment on fait pour choisir lesquels seraient les bons? Puis quelles composantes seraient bonnes? C'est quoi nos critères pour bâtir un programme cadre? C'est là, dans le fond, qu'on a été considérant que l'objectif de la rétention, d'intervenants qualifiés, que l'objectif du programme cadre, excusez, c'est de retenir en fait les intervenants qualifiés. On s'est posé la question, quels sont les facteurs de départ et les facteurs de rétention des intervenants en protection de la jeunesse? Quels sont les critères d'un bon processus complet pour réussir à choisir, dans le fond, le bon programme? C'est ces questions-là, en fait, qui nous ont dirigés sur notre recension. Avant qu'on débute la synthèse de notre recension, Sophie va déposer dans le chat un document qui se trouve en annexe dans le rapport qu'on a déposé. Cette annexe-là résume les points de chaque dimension qui serait pertinente à avoir dans un programme AOI. On vous invite pendant la présentation à télécharger ce document-là, puis à cocher oui ou non, est-ce que c'est présent dans votre organisation pour amorcer un début de réflexion. C'est partagé. Merci. Tout le long de la présentation, on va présenter le résultat de la recension. On va parler autant de facteurs de roulement que de facteurs de rétention. Pourquoi pas juste parler de facteurs de rétention? Bien, c'est simple. Certains auteurs ont étudié des facteurs de roulement, fait qu'on ne peut pas dire que c'est des facteurs de rétention, et certains auteurs ont étudié des facteurs de rétention. Donc, c'est en fonction de ce que les auteurs ont étudié que parfois on va parler de facteurs de roulement ou de facteurs de rétention. Dans un cas ou dans l'autre, on va toujours après ça parler de stratégies de rétention qui découlent pour répondre à différents de ces facteurs-là. Donc, l'ensemble des facteurs et des stratégies qui ont été trouvés à travers la recension ont été regroupés en 6 dimensions. Premièrement, la satisfaction professionnelle et le sens donné au travail, la charge de travail, la sécurité physique, psychologique, sociale et le bien-être au travail, la formation et la supervision, le soutien et travail collaboratif et le rôle de l'organisation et des gestionnaires. Ensuite, on va vous parler aussi de quelques critères d'un bon processus AOI qu'on a retrouvé dans la littérature. Donc, le premier critère, la première dimension, satisfaction professionnelle et sens au travail. Premièrement, ce qui est ressorti dans la littérature, c'est que la première raison invoquée par les intervenants pour expliquer leur maintien en poste est la possibilité de changer véritablement les choses dans la vie des jeunes et de leur famille. C'est leur première motivation.
Parmi les facteurs de roulement dans cette dimension-là, on retrouve le stress lié au rôle qui entraîne l'intention de quitter. Plus précisément, l'ambiguïté de rôle et le conflit de rôle. En fait, excusez, je vais juste grossir un petit peu, désolé. Donc, le stress lié au rôle, c'est vraiment... excusez, je viens de jouer avec ma présentation, puis je ne vois plus. Désolé. Bon. Donc, le stress lié au rôle, c'est vraiment qu'est-ce que l'intervenant a comme rôle à jouer. Si son rôle est ambigu, pas clair, ou s'il y a un conflit entre le rôle qu'il veut jouer et le rôle qu'on lui demande de jouer, à ce moment-là, ça va créer des facteurs de stress. Il y a aussi le fit, c'est-à-dire l'appariement, adéquation travail-personne qui est lié positivement à l'insatisfaction au travail et à l'intention de quitter et peut provoquer une perte de sens de travail. Donc, ça prend vraiment un fit entre la personne, là où elle joue un rôle, ce qu'on va lui demander dans ses tâches, il faut que ça corresponde avec ses intérêts et ses compétences. Si ça ne correspond pas, ça va être un facteur de roulement. Il y a aussi des salaires non compétitifs qui vont être des facteurs de roulement. Parmi les facteurs de rétention, on a la satisfaction au travail. On a un travail qui fait sens pour l'employé. On a l'appariement personne-organisation, donc au niveau des valeurs qui sont communes entre l'individu et les valeurs de l'organisation. Et pour parler d'un travail qui fait sens, il ne faut pas oublier que ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que pour un intervenant, l'important, c'était qu'il ait l'impression qu'il puisse changer quelque chose sur le terrain. Donc, peut-être des fois, quand ils peuvent manquer de temps, ça peut faire partie des éléments ou des choses, des changements qui ont eu lieu dans les dernières années, mais ça peut amener le fait que le travail fait un peu moins de sens pour eux autres. Quelles sont les stratégies qu'on peut mettre en place en lien avec ces facteurs-là? Assurer l'adéquation personne-organisation et personne-travail, donc préciser les valeurs et le rôle d'entrée de jeu à l'embauche. Clarifier le rôle et les attentes, donc décrire les tâches et les attentes dès l'entrée en poste. Stimuler la contribution et l'épanouissement, c'est-à-dire permettre la participation aux décisions, aligner les objectifs organisationnels en cohérence avec les forces et les compétences des intervenants et offrir des salaires et des avantages sociaux compétitifs. La deuxième dimension, c'est la charge de travail. La charge de travail, ce n'est pas juste la quantité de dossiers qu'il y a dans le caseload. C'est aussi il y a la charge quantitative, mais il y a la charge qualitative. Est-ce que c'est une famille ou un jeune qui demande un suivi plus intensif puis c'est tout le temps en train de péter? Et après ça, il y a toutes les autres tâches connexes qui ne sont pas liées à l'intervention directe. Donc, pour les intervenants et intervenantes, avoir plus de temps alloué à l'intervention, c'est vraiment important. Ce qui est recommandé, c'est de réduire la charge de cas et les exigences administratives au profit du temps alloué à l'intervention. Et ça va laisser place à ce que la personne intervenante puisse avoir le sentiment de véritablement changer les choses dans la vie des jeunes et de leur famille. Parmi les facteurs de roulement, il y a une charge de travail excessive et ingérable. Puis ça va augmenter les maladies professionnelles comme le stress, le risque d'épuisement, l'ambiguïté de rôle, le conflit de rôle, puis ça diminue la satisfaction au travail. Des exigences administratives vont amener une perte de sens par rapport au travail. Ça enlève du temps qui pourrait être consacré directement à la clientèle, puis ça diminue cette impression de vraiment pouvoir faire une différence. Une charge de travail trop grande, particulièrement au début du processus AOI, donc au début de l'entrée en fonction, ou une autonomie totale trop rapide, c'est-à-dire qu'on arrête d'avoir accès à de la supervision, de la formation ou des choses comme ça, contribue à des départs prématurés. Même que chaque dossier supplémentaire augmente le risque de départ de 10 %. Pour favoriser des facteurs de rétention de la main-d'œuvre serait une charge de travail gérable couplée avec des ressources de soutien.
pour avoir l'impression de pouvoir faire une différence dans la vie des jeunes et de leur famille. Puis une réduction des exigences administratives va aussi diminuer la détresse morale des personnes intervenantes. Les stratégies de rétention qui sont recommandées dans la littérature, c'est bien évidemment de réduire la charge de travail, puis réduire la charge de cas et sa complexité. Alléger les exigences administratives au profit du temps alloué à l'intervention. Si possible, il n'y aurait aucune exigence administrative dans le processus AOI. Et ajuster progressivement la charge de cas au cours du processus AOI. Et là, ce qui est recommandé dans la littérature peut faire réagir parce que ce qui est recommandé, c'est que dans les 2 premiers mois, la personne n'a aucune charge de cas uniquement à son nom. Pendant ce temps-là, il y a de la supervision, il peut avoir de l'observation, du pairage avec une autre personne intervenante. Les nouveaux, les nouvelles, ils ont quand même des choses à faire, mais il serait recommandé, considérant que c'est un travail très exigeant et spécialisé en protection de la jeunesse, qu'il n'y a pas de cas pris en charge par les nouveaux pendant les 2 premiers mois. Après ça, 2 cas, 2 à 4 mois, 4 cas, 4 à 6 mois et 6 cas, 6 mois à 2 ans. Et ça, vraiment dans l'objectif de maintenir les gens en emploi, favoriser la rétention et arrêter le roulement. La troisième dimension de facteurs de rétention et de roulement, c'est la sécurité et le bien-être au travail. Donc, percevoir une organisation soucieuse du bien-être de ses employés est un facteur de rétention. La satisfaction au travail et la rétention sont influencées par une culture organisationnelle soucieuse du bien-être et de ses employés, l'adoption d'une culture de sécurité et la promotion d'un portrait positif dans les médias. Parmi les facteurs de roulement, il y a les maladies professionnelles, dont l'épuisement, le stress post-traumatique, découlant de stress chronique et de traumatisme vicariant, couplé avec le manque de stratégie organisationnelle axée sur le bien-être des intervenants. Dans la littérature, on parle aussi de facteurs de roulement par une culture du blâme, c'est-à-dire une culture dans laquelle on recherche des coupables. On surveille les pratiques accentuant la peur de se faire pointer du doigt comme responsable d'une tragédie, couverture médiatique négative. Donc, on cherche à pointer une personne. La peur de la détresse morale aussi, liée à la perception d'une incohérence entre les politiques, les pratiques imposées aux intervenants et ce que les intervenants croient vraiment bon pour les jeunes et leurs familles ou la manière qu'ils feraient l'intervention pour arriver à avoir l'impression qu'ils font une différence. Les facteurs de rétention, bien, à l'inverse, c'est une perception que l'organisation valorise la contribution des intervenants et se soucie de leur bien-être. Chez les jeunes de la génération Z, la perception que leur santé psychologique est une responsabilité partagée avec l'organisation. C'est vraiment encore plus accentué là, pour les jeunes nouveaux employés. Les stratégies de rétention en lien avec ces facteurs-là, bien, adopter une culture de sécurité. C'est quoi une culture de sécurité? Ça veut dire éliminer la culture du blâme, déstigmatiser l'échec, c'est-à-dire qu'on utilise les situations difficiles comme des opportunités d'apprentissage, adopter une culture de responsabilité partagée, c'est-à-dire que ce n'est pas la faute d'une personne, mais qu'est-ce qu'on arrive à comprendre collectivement parce que c'est une responsabilité collective à plusieurs niveaux, former les gestionnaires au climat de sécurité et former le personnel à la sécurité. Une autre stratégie de rétention, aborder la détresse professionnelle, c'est-à-dire encourager le partage en équipe du vécu au fur et à mesure qu'il se passe des événements, le soutien par les pairs et les superviseurs. En fait, dans le partage en équipe du vécu, on peut faire des liens avec, pour ceux qui n'ont entendu parler, les auto-soins, entre autres, partagés par Steve Geoffrion en lien avec le trauma vicariant, par exemple. Et tout ce qui est les groupes de soutien par les pairs, de se soutenir en équipe et à travers la supervision. Offrir un portrait positif du travail en protection de la jeunesse, bien, il faut collaborer avec les médias locaux pour mettre en place en valeur les bons coups et les belles histoires. Moi, j'ai des souvenirs du Centre jeunesse de Montréal avant
la réforme Barrette avec Jean-Marc Potvin. On travaillait à l'époque très étroitement, le Centre jeunesse de Montréal, à mettre les bons coups dans les médias. Et il y avait eu une grande amélioration là, dans le portrait. C'était valorisé, c'était une chance de les travailler en centre jeunesse. Mais ça se travaille. Il y a moyen de remettre ça en place. La quatrième dimension, c'est la formation et la supervision. Fait que se sentir sécurisé, formé, soutenu et accompagné. Les nouvelles personnes embauchées vont avoir besoin de se sentir préparées à leurs responsabilités professionnelles. La supervision va inclure 4 rôles, le transfert de connaissances, le coaching, le mentorat et les conseils. Puis ce qu'on a trouvé, tu peux changer de diapo, Sophie, ce qu'on a trouvé dans notre revue de la littérature, c'est que ces 4 formes-là étaient pas forcément indifférenciées, mais des fois, on utilisait la même définition ou on en regroupait 2 en même temps. Donc, nous, on a juste fait une dimension commune pour les 4. On n'est pas d'avis forcément que c'est la même chose, mais la littérature ne nous permettait pas de faire quelque chose de plus divisé que ce qu'on vous présente en ce moment. Fait que parmi les facteurs de roulement, il y a une préparation inadéquate au travail, une incohérence et un manque de transition entre la formation et la pratique. Fait que c'est ce qu'on apprend à l'université sur les bancs d'école, mais c'est aussi ce qui est appris dans la formation qui pourrait être offerte en protection de la jeunesse. Puis là, tu arrives sur le terrain, puis tu n'es pas capable de l'appliquer parce que tu as trop d'exigences qui sont incohérentes par rapport à ça. Un manque de supervision pour les intervenants. Fait que tu as des questions à poser, mais personne à qui les poser. Puis un manque d'encadrement des superviseurs. Fait que c'est bien beau d'être jumelé avec quelqu'un, mais si le quelqu'un ne sait pas comment te répondre, comment te motiver, ou n'a juste pas les réponses à tes questions, bien, c'est pas aidant. Parmi les facteurs de rétention, on parle d'une formation sur 2 ans. Donc, c'est quand même long comme période. C'est une expertise travailler en protection de la jeunesse. Et c'est pas vrai qu'en quelques semaines, les gens sont fonctionnels. Et puis, comme on disait, ben, c'est ce sentiment de... Ben, en fait, c'est vraiment multiple. Là. On a 6 dimensions, mais si tu maîtrises pas tout, ben, il y a plus de risques d'erreur, il y a plus de risques qu'on te reproche des choses. Donc, vraiment un accompagnement là, d'une longue durée. Une formation sur le terrain, plutôt que seulement théorique, comme un module autoportant où tu cliques sur des affaires sur l'ordinateur ou qu'on te donne un gros cartable à lire. Fait que vraiment, cette combinaison-là où tu vas appliquer ce que tu as vu avec une vraie clientèle. Puis ça fait en sorte qu'il y a 39 moins de chances de quitter l'emploi s'il y a une formation sur le terrain. Bon, clairement, une supervision de qualité est disponible, puis avec un superviseur qui est formé pour faire ça. Et une supervision qui va couvrir les 4 rôles d'un superviseur. Donc, le transfert de connaissances, la consultation, le coaching et le mentorat. Merci pour les pouces en haut, c'est cool. Parmi les facteurs de rétention, il y a préparer la personne à vivre des succès. Donc, préparer à l'apprentissage, présenter le travail, faire expérimenter les tâches, suivre et accompagner. Cerner les besoins et adapter la formation au style d'apprentissage de la nouvelle personne intervenante. Il y en a pour qui une formation autoportante, ça ne marche pas. Ils ne comprennent rien, ils ne se rappelleront de rien. Puis il y en a pour qui faire des formations en présentiel avec d'autres personnes, puis plein d'échanges verbaux, ben, ça fait juste les faire paniquer, puis fait qu'ils n'apprennent pas plus. T'sais. Fait que cette idée de formation one size fits all, là, on fait la même chose pour tout le monde, puis ça devrait être correct, c'est pas selon les meilleures pratiques. Ensuite, il y a offrir la formation sur le terrain avec la supervision sur 2 ans, tout en arrimant progressivement la charge de cas. Et pour terminer, former les superviseurs et les rendre disponibles pour jouer leur rôle. Maintenir la formation continue avec une supervision au-delà des 2 ans avec un plan de développement parce que c'est pas vrai qu'après 2 ans,
tu n'as pas de nouveaux défis professionnels, que la clientèle ne se complexifie pas avec dépendance, santé mentale, puis c'est pas juste la maltraitance là, qui va être vue. Fait qu'il y a cette notion de continuer à apprendre, continuer d'être coaché, puis évaluer la formation. Parce que donner de la formation, puis si on ne sait pas si c'est efficace, ben, ça ne donne pas grand-chose. La prochaine dimension, c'est le soutien et le travail collaboratif. Donc, avoir des bonnes relations avec les collègues, ça fait partie des facteurs de rétention. Des bonnes relations avec les collègues serait la deuxième raison pour laquelle les intervenants restent en poste. Donc, la première, avoir un sentiment de vraiment faire une différence sur le terrain. Et la deuxième, bien, avoir des bonnes relations avec nos collègues de travail, ça fait partie des éléments qui font que les gens ont le goût de rester. La culture de collaboration, c'est un facteur de rétention qui fait sens non seulement pour les nouvelles recrues, mais pour tout l'ensemble des intervenants, selon la littérature. Parmi les facteurs de roulement, en lien avec le soutien et le travail collaboratif, un manque de soutien organisationnel et un manque de soutien par les pairs dès les premières semaines du processus AOI vont créer, dans le fond, des risques que ces personnes-là partent rapidement. La dégradation des conditions d'intervention avec une perte de possibilités d'entraide et de coopération augmente de ce fait l'isolement et la souffrance des intervenants. Et ça, c'est des choses qui ont été notées là, suite à la réforme Barrette de 2015. J'imagine que ça s'est accentué aussi en plus là, au cours de la pandémie avec tous les éléments qui sont venus s'ajouter. Parmi les facteurs de rétention, bien, un soutien non seulement opérationnel, c'est-à-dire relié aux tâches, mais aussi un soutien émotionnel. Donc, des opportunités de partage, ce qui est vécu, puis de se sentir écouté, puis de se sentir encouragé, autant de l'organisation, de nos collègues et de nos superviseurs, ça fait partie des facteurs de rétention. Donc, ce n'est pas juste le soutien pour les tâches. Le soutien mutuel, en situation de violence liée au contexte d'intervention auprès des jeunes et en difficulté de leur famille, ça fait partie aussi des facteurs de rétention. Donc, ça veut dire ne pas rester seul quand il se passe quelque chose, de porter des cas difficiles en équipe, etc. La culture collaborative dans l'organisation, et ce, dès le début du processus AOI. Donc, c'est-à-dire que le nouvel employé, dès le départ, doit sentir qu'il fait partie d'une organisation, qu'il ne porte pas seul les dossiers, qu'il fait partie d'une responsabilité collective pour l'ensemble des dossiers. Quelles sont les stratégies de rétention en lien avec cette dimension-là? Bien, premièrement, stimuler le sentiment d'appartenance. Donc, désigner un parrain ou une marraine, c'est des termes qu'on entendait il y a des dizaines d'années. Favoriser les liens avec les pairs, favoriser le réseautage avec les personnes clés et les partenaires, et ce, dès le début du processus AOI. Bien entendu, bien, le moindrement qu'on met en place tout ça, il ne faut pas oublier ceux qui sont déjà intégrés et qui ne sont peut-être pas en ce moment pairés avec un parrain, une marraine, un mentor, etc., puis de rentrer ça dans le processus aussi. Il y a cultiver le soutien entre collègues dans une culture de collaboration. Donc, arrimer avec la culture de responsabilité collective qu'on a nommée dans la dimension de bien-être. La dernière dimension concerne le rôle de l'organisation et des gestionnaires. Tu sais, être un bon leader, motiver les troupes et les soutenir, c'est quelque chose qui s'apprend. Est-ce que les gestionnaires sont réellement formés? Est-ce qu'ils ont réellement le temps de faire tout ça? C'est une question qui mérite d'être posée. Fait que bénéficier d'une ligne de gestion impliquée va favoriser la rétention du personnel. Les personnes gestionnaires sont les principales actrices de l'intégration des nouvelles recrues. Une gestionnaire qui est bien informée et outillée, qui développe des compétences dans des conditions favorables à son équilibre de vie. Là, on parle d'une personne gestionnaire qui n'est pas tout le temps en réunion, là, et va être plus disposée à son tour à écouter ses employés, les aider à se développer et à se mobiliser. Moi, j'ai déjà entendu dans mes fonctions quelqu'un demander de la supervision clinique, dire écoute, moi, j'ai ce dossier-là, je ne sais pas quoi faire avec, c'est possible. Et la personne s'est faite répondre par la personne gestionnaire as-tu consulté ton PAE?
peux changer de diapo, Sophie. Fait que les facteurs de roulement, c'est un manque de soutien organisationnel dans un contexte de travail où les conditions sont difficiles. Tu sais, de travailler en protection de la jeunesse, là, on est vraiment face à des personnes qui sont très, très, très vulnérables. Puis on est témoin et on entend des choses parfois qui sont horribles. Fait que quand en plus ton organisation te met de la pression, ben, ce n'est pas des conditions qui sont gagnantes. Fait que, tu sais, on parle de délais stricts, de périodes de formation limitée, de grandes charges de cas, puis de manque de personnel. Pour favoriser la rétention, les facteurs qui ont été trouvés dans la littérature, c'est une combinaison de perception de soutien organisationnel et de satisfaction au travail pour contrebalancer les maladies professionnelles. La perception du soutien organisationnel, c'est est-ce que moi, je sens que mon organisation va prendre soin de moi. Et parmi les facteurs de rétention, on a aussi le développement de compétences en leadership à tous les échelons de l'organisation. Fait qu'on ne parle pas juste des chefs d'unité et on ne parle pas juste des gestionnaires, on parle vraiment de toute la structure jusqu'à ce qu'on arrive en haut au top, là. Au-delà des avantages monétaires, la génération Z se démarque à plusieurs niveaux dans la littérature. Mais pour ce qui est de l'implication de l'organisation, la génération Z va évaluer son ressenti face à l'organisation. C'est important dans la rétention, puis dans les facteurs de roulement aussi. Les stratégies de rétention qui sont répertoriées sont d'engager la ligne de gestion dans le processus AOI, d'assurer leur disponibilité en temps, mais aussi en charge mentale pour accueillir un individu. Puis c'est aussi d'assurer la supervision, pas juste signer les papiers quand l'approbation est finie après 6 mois. Soutenir et valoriser le développement des compétences des gestionnaires. Fait qu'eux autres aussi, ils ont besoin de formation. Les former au leadership et à la supervision. Honorer les engagements pris. Ça veut dire quand on t'a embauché, on t'a proposé un horaire, certaines conditions de travail. On t'a dit que tu pourrais faire du télétravail tant de jours, puis finalement, tu arrives, puis on dit ben non, on peut pas. On est désolé, on peut pas. Ce n'est pas une stratégie de rétention. Donc, vraiment, honorer les engagements qui ont été pris, fournir rapidement les accès aux ressources nécessaires pour que les personnes intervenantes puissent réaliser leur mandat. Ça a pris combien de temps avant que tu aies accès à un ordi? Ça a pris combien de temps avant que tu aies un numéro de téléphone, un cell, un bureau et tout ça? Adopter une culture de reconnaissance en partant de la haute direction. Donc, c'est important que les gestionnaires reconnaissent la base, mais c'est aussi important que les hauts gestionnaires reconnaissent les gestionnaires qui sont en dessous d'eux et les intervenants. Célébrer les succès globalement en tant qu'organisation et donner des récompenses annuelles plutôt qu'individuelles. Finalement, faire des entrevues de rétention avec le personnel. Ça, c'est de dire comment ça va. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Comment est-ce qu'on peut améliorer tes conditions de travail pour donner envie aux gens de rester, mais sentir aussi qu'ils sont écoutés? Juste pour faire un point par rapport aux éléments de ressources ici, Michael Unger, qui est un chercheur en résilience, rapporte dans ses recherches qu'un des facteurs de résilience des individus, qu'ils soient dans leur vie personnelle ou au milieu du travail, c'est d'avoir des ressources disponibles de l'environnement, c'est une chose. Mais qu'elles soient disponibles, si elles ne sont pas facilement accessibles, bien, à quelque part, ça ne donne pas l'effet que c'est supposé d'avoir. Donc, si on est supposé d'avoir accès à des ressources de contentieux, de psychologie, de soutien RH ou peu importe quoi, elles sont disponibles à quelque part dans le système, mais si c'est super compliqué pour être accessible à ces différentes ressources-là que les intervenants ont besoin pour se sentir bien et pour aider leurs clients, bien, malgré que les ressources sont disponibles, si elles ne sont pas accessibles, c'est un enjeu. Donc, idéalement, c'est de s'assurer de travailler pour améliorer l'accessibilité aux ressources. Donc, peut-être diminuer de remplir des formulaires X, Y, Z pour réussir à avoir accès à un service. Peut-être qu'un jour, on va replacer des choses pour avoir des personnes clés peut-être plus rapides là, pour avoir les différentes ressources que les intervenants ont besoin.
Maintenant, l'ensemble de ces résultats-là, si on fait quelques liens avec des critères pour un bon processus AOI, la première chose, c'est que l'ensemble des dimensions, les 6 dimensions de notre recension couvrent les aspects importants que tiennent compte un processus AOI tel que Shulakuri et Carucci, j'espère que je prononce leur nom comme il faut, qui, dans le fond, ont fait de la recherche sur le processus AOI. Donc, ils vont parler d'aspects sociaux qui sont couverts par nos dimensions de supervision puis notre dimension soutien-travail collaboratif. Ils vont parler d'aspects de performance et de travail technique pour un bon processus AOI qui sont couverts par les dimensions de notre recension, donc charge de travail et satisfaction au travail et formation des compétences liées au travail. Mais par contre, il y a un élément qu'eux autres n'ont pas nécessairement nommé, que notre recension apporte de plus, c'est-à-dire un troisième aspect, qui est l'aspect affectif, émotionnel et psychologique, qui est couvert par la dimension sécurité physique, psychologique et sociale. D'ailleurs, Jean-Marc Potvin et Michel Dionne, quand ils ont fait le tour de l'ensemble des établissements de la province, mentionnaient qu'effectivement, ils entendaient comme de quoi le soutien social, la dimension soutien social était importante, mais des fois, c'était la première qu'on plaçait de côté. Et en fait, il y avait peu de réflexes de s'assurer de répondre à l'aspect affectif, émotionnel, psychologique, parce que les 2 autres dimensions prenaient beaucoup de place, donc essayer de former au niveau technique, et etc. Et en fait, ce qu'il faut retenir de cet élément-là, c'est que pour un bon processus AOI, c'est à quelque part que le processus tienne compte de ces 3 aspects-là. Donc, l'aspect social, l'aspect performance et l'aspect affectif, émotionnel, psychologique. Les 6 dimensions sont en cohérence avec le cadre biopsychosocial de l'ISANO, c'est-à-dire le bien-être physique, exemple, d'avoir un faible stress ou de traumatique secondaire, se sentir en sécurité physique sur les lieux de travail et la santé en général. Malheureusement, j'ai entendu là, entre les branches, entre autres, que formation Oméga ou différentes formations sur la sécurité physique, fait qu'on est loin de la sécurité psychologique, même ce qui était déjà en place au niveau de la sécurité physique. Les intervenants d'agences, etc., arrivent, n'ont pas eu le temps d'être formés. Il y a beaucoup de choses qui sont tombées, malheureusement, dans les dernières années, et encore plus avec la pandémie et la diminution du personnel. L'autre élément, c'est le bien-être psychologique, donc la sécurité psychologique, la satisfaction au travail et l'inclusion et l'équité. Et le bien-être social, par exemple, le soutien par les pairs, la supervision, l'efficacité travail-vie personnelle. En fait, c'est un processus holistique. Ce que la littérature va nous dire, c'est qu'un bon programme AOI concerne l'ensemble du système, donc écosystémique, toute la ligne de gestion, tous les intervenants, toutes les équipes, etc. C'est l'organisation au complet, tous les intervenants qui accueillent les nouveaux employés, et ça repose en premier lieu sur la ligne de gestion. Ce qui ressort aussi dans la littérature, c'est que c'est une vision holistique qui est nécessaire pour adopter des stratégies qui vont répondre à des facteurs multiples et non un facteur à la fois. Et ça prend des réponses multiniveaux, c'est-à-dire des réponses individuelles, des réponses en équipe et des réponses organisationnelles. Donc, un bon programme AOI va mettre en place des stratégies qui vont aller toucher les 6 dimensions qu'on a présentées ou les 3 aspects sociaux qu'on vient de présenter juste avant, qui va toucher l'ensemble des facteurs qu'on a nommés, parce qu'il s'agit que des facteurs qui soient négligés pour que ces facteurs-là viennent avoir un impact, dans le fond, sur l'intention de quitter ou diminuer, dans le fond, l'intention de rester. Et ce, bien, afin de cibler l'ensemble des facteurs de roulement et de rétention ils sont interreliés. Dans la présentation qu'on vous a montrée, on a essayé de faire ressortir là, les liens entre la satisfaction au travail avec le bien-être au travail, etc. Donc, l'ensemble des dimensions sont vraiment interreliées. Une autre chose aussi qui est ressortie dans la littérature, c'est qu'il faut influencer bien avant le processus AOI, c'est-à-dire travailler en partenariat avec les médias sur la réputation du travail en protection de la jeunesse. On entend déjà des enseignants à l'université dire que les étudiants se parlent entre eux autres et disent « Allez pas en centre jeunesse, c'est épouvantable, vous allez vous faire pointer du doigt, etc. » Donc, la réputation en ce moment ne joue non seulement sur
les capacités de rétention ou les influences de roulement, mais vont même jouer sur la capacité de pouvoir recruter. Donc, il y a vraiment quelque chose à faire même bien avant le processus AOI. Il faut aussi augmenter les services et le partenariat avec les services communautaires pour alléger la tâche des intervenants en protection de la jeunesse. Parce qu'on sait qu'il y a eu une diminution de financement d'organismes communautaires et en diminuant, dans le fond, les organismes disponibles ou les interventions en première ligne avant que les jeunes et la famille arrivent en protection de la jeunesse, bien, ça veut dire qu'il y en a moins qui sont pris en charge et qui ne se rendront pas en protection de la jeunesse. Donc, les listes, ça fait partie des facteurs qui vont augmenter les listes et les demandes en protection de la jeunesse. Et en retour, comment laisser de la place pour laisser rentrer des nouvelles personnes? Si les gens, les jeunes, les familles qui sont pris en charge par la DPJ, il manque de ressources communautaires pour les retourner à des gens en milieu communautaire qui vont pouvoir les prendre en main, bien, à quelque part, ils restent pris beaucoup plus longtemps parce qu'on n'est pas capable de les retourner dans la communauté. Donc, il y a tout ce travail à faire. Ce n'est pas juste aux intervenants en protection de la jeunesse à avoir sur le poids de leurs épaules de diminuer la liste. C'est tout un système organisationnel avec nos décisions globales pour diminuer la liste avant puis être capable de libérer nos services aussi. Assurer que les stratégies soient bien réparties au cours des phases du processus AOI. Donc, l'ensemble des stratégies qu'on a nommées tout à l'heure, ils sont répartis entre le pré-accueil, l'accueil, l'orientation, l'intégration et la rétention au-delà du processus AOI. Vous allez pouvoir voir dans le PowerPoint qui est partagé en annexe, on vous a partagé des diapos dans lesquels on a pris l'ensemble des stratégies puis on les a divisées pour donner un exemple là, de potentiel, comment on pourrait mettre les stratégies là, au cours d'un processus. Donc, au niveau de la conclusion, en fait, une des choses que je veux vous mentionner, c'est que la recension, elle est reprise dans le rapport PAOI, qui est un mandat pour la mise en place d'un programme d'accueil, orientation, intégration à l'intention du personnel, programme Service Jeunesse GED, écrit par Jean-Marc Potvin et Michel Dionne. Donc, vous allez retrouver un ensemble de ce qu'on vous présente dans ce rapport-là, puisque cette recension-là était, dans le fond, pour pouvoir venir appuyer leur rapport et les recommandations. Oui, puis Sophie, je préciserais oui. que c'est un mandat qui est ministériel. Parce que, tu sais, je vois dans le Q&A que les gens demandent si Catherine Lemay va être mise au courant de notre recension et tout ça. Oui, ça découle du ministère, ce qu'on vous présente aujourd'hui. Et d'ailleurs, oui, effectivement, ils sont au courant dans un colloque qu'on a assisté dernièrement où on a fait la présentation de ça. Catherine Lemay et son acolyte là, présentaient un ensemble de mandats qui découlaient et tout ce qui est en lien avec bien-être des employés et AOI fait partie des mandats qui sont à suivre. Et d'ailleurs, Jean-Marc Potvin et Michel Dionne, j'ai eu vent qu'ils avaient commencé à travailler sur le programme cadre. Une des choses aussi que je veux vous mentionner, c'est que Jean-Marc Potvin et Michel Dionne, moi, les derniers 7 ans de vie du Centre jeunesse de Montréal, avant que la réforme Barrette arrive, je faisais partie du comité exécutif du conseil multidisciplinaire du Centre jeunesse de Montréal, Institut universitaire. Donc, j'ai travaillé les derniers 7 ans avant 2015 avec Jean-Marc Potvin et je me souviens de 2010 à 2015, avoir vu l'ensemble des facteurs qu'on vient de nommer, là, avoir vu travailler avec Jean-Marc Potvin, à les mettre en place dans le centre jeunesse et on a vu une amélioration avec le temps. Jean-Marc Potvin est un petit peu découragé en disant bien, on avait mis des choses en place, ça avait eu un impact. Quand la réforme Barrette est arrivée, tout est tombé, etc. C'est un peu décourageant. J'ai fait, bien, oui et non. C'est décourageant parce que c'est tombé, mais il y a un côté encourageant. C'est qu'on a vu que quand on met en place ces facteurs-là, un à un, tranquillement, puis qu'on finit par rebâtir ces facteurs-là, ça a un impact. Donc, on peut être encouragé en disant que ça a déjà fait ses preuves, puis on est capable de rebâtir. À partir du moment où on en fait une intervention collective, puis on s'enligne toutes
dans le même sens. D'ailleurs, on a des gens dans l'atelier où on a présenté qui étaient bien encouragés de regarder la liste en disant « Ah, bien, on se rend compte qu'on a déjà commencé à mettre tel élément en place, tel élément en place. » Il y a plusieurs endroits que vous avez commencé à mettre des choses en place et mettez l'accent là-dessus. Tout le monde ensemble, là, vous êtes tous super bons, on est tous super bons. Ça va prendre du temps, mais on est capable. Il s'agit, dans le fond, d'être capable de cocher. Prenez la liste, regardez avec vos équipes, là où vous êtes bons, là où vous avez déjà commencé à mettre des choses en place. Puis après ça, bien, quel élément suivant on peut continuer à mettre en place, et etc. C'est faisable, j'y crois, je suis optimiste, mais il va falloir qu'on ait toute la même vision, la même culture, puis qu'on aille dans le même sens. Donc, les informations qu'on vous a données au niveau de la recension, c'est en cohérence avec tout ce qui a été collecté sur le terrain dans l'échange qu'on a vu avec Jean-Marc Potvin et Michel Dionne. Donc, la conclusion, de façon holistique et écosystémique, il faut agir de façon holistique et écosystémique compte tenu des facteurs multiples, du fait qu'ils sont tous interreliés et que nous sommes tous interreliés. Ah, excuse-moi, Vanessa, c'était ta partie. J'étais partie. Mais dans le fond, ce qu'il faut retenir de ce qu'on vous a présenté aujourd'hui, c'est qu'il y a 6 dimensions. Puis à partir du moment où on ne considère pas toutes ces dimensions-là en même temps, on ne peut pas amener une réelle différence et un maintien durable d'amélioration en protection de la jeunesse. Puis un exemple que je donne, c'est si tu dis que tu veux perdre du poids, fait que tu commences à manger plus de salade, mais tu dors pas, tu fais pas d'exercice, tu es tout le temps assis, puis tu continues de te faire des gros trips de bouffe la fin de semaine, bien, la salade, elle n'aura pas un gros impact. Fait que si on a accès à plus de supervision clinique, mais que la charge de cas demeure trop élevée, puis que les gestionnaires ne sont pas soutenants, bien, on passe un petit peu à côté du problème, puis on risque même de le répéter. Fait que c'est vraiment important, si on veut avoir un programme en OI qui se tient, qui est durable et pérenne, d'agir de façon holistique et écosystémique sur les 6 dimensions à la fois. Je vais finir, je pense, en disant que de façon sur le terrain, je pense qu'on partage toute la même vision, mais c'est une question qu'on continue à porter cette vision holistique-là et proactive, tout le monde ensemble, puis dans le même sens. Et ça va augmenter les chances là, de pouvoir replacer les pierres tranquillement, pas vite, avec courage, mais avec optimisme.